quelle crypto-monnaie acheter. On fera un petit point également sur ce qu'on dit pas tout le temps, tout un écosystème discret, un écosystème d'investisseurs privés. Je m'adresse aux spéculateurs court terme qui ont donc conscience qu'ils doivent prendre de très gros risques. Si Bitcoin s'effondre, votre projet va se prendre une claque. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo vraiment particulière parce qu'on aborde un sujet que je n'ai pas l'habitude de traiter sur ma chaîne, c'est-à-dire la spéculation. Ce message s'adresse particulièrement aux plus débutants et c'est pour répondre à l'une des questions que l'on m'adresse le plus sur mes différents réseaux sociaux et l'un des commentaires que je vois le plus souvent. Quelle crypto-monnaie acheter? Comment trouver une pépite ou une gemme, comme on appelle beaucoup dans la crypto-monnaie? Et la plupart du temps, pour ne pas dire la quasi-totalité du temps, c'est des gens qui veulent acheter une crypto-monnaie pour espérer la revendre dans quelques semaines ou quelques mois et faire un profit sur du très court terme. Déjà, c'est une question de débutant uniquement. Dès qu'on connaît un petit peu la crypto-monnaie, on sait qu'il faut faire ses propres recherches, qu'il faut jamais investir le moindre euro que l'on n'est pas prêt à perdre et que c'est très souvent sur du long terme que l'on peut espérer faire du profit. Sur du très court terme, ça va être beaucoup plus aléatoire et autant vous dire que ça ressemble plus à du pari qu'à un investissement. Alors évidemment, il y a des méthodologies, il y a de l'analyse technique, il y a de la recherche de fondamentaux, c'est-à-dire la vraie valeur du projet, il y a des informations, l'actualité peut affecter le prix des crypto-monnaies, mais tout ça, c'est sans oublier les cycles des crypto-monnaies et les différentes phases qui vont venir augmenter la valorisation du marché ou au contraire la baisser. Quoi qu'il en soit, 90% des gens sont là pour la spéculation et je peux le comprendre. Ce n'est pas ce qu'on traite sur ma chaîne d'habitude, mais je me dois quand même de faire une réponse globale vu le nombre de sollicitations que j'ai sur cette question pour savoir quelle est la crypto-monnaie à acheter aujourd'hui pour faire fortune demain. À ceux qui s'attendent à ce que j'explique la recette magique pour faire de l'argent, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo. Vous allez comprendre pas mal de choses sur le marché de la crypto-monnaie et sur la valorisation et la perte de valorisation d'un actif, mais vous n'apprendrez sûrement pas le secret magique pour faire de l'argent en illimité. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est la rigueur qui vous fera prendre du profit sur le long terme et la compréhension du marché et de ses cycles et absolument pas un tutoriel de 20 minutes sur comment devenir riche sur internet grâce aux crypto-monnaies. Je le rappelle, l'argent rapide existe uniquement parce que vous pouvez perdre rapidement. L'argent facile, lui, n'existe toujours pas. Ce n'est pas le cas dans les crypto-monnaies et les rares pubs qui vous le font croire sur internet ne sont que des attrape-nigo. Cependant, il y a des choses à comprendre. Et quand on a compris ces choses-là, on finit par se poser les bonnes questions, par limiter ses pertes quand on en a et par augmenter la voilure de son portefeuille afin de maximiser ses profits quand on peut potentiellement en faire. Sur cette chaîne YouTube, je m'intéresse principalement aux fondamentaux, c'est-à-dire un projet qui utilise la blockchain. Comment est-ce qu'il l'utilise? Est-ce qu'il essaye de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on n'a jamais vu? Est-ce qu'il s'agit, quand on analyse des avancées avec la blockchain, est-ce que ce sont plutôt des évolutions ou des révolutions? Et on essaye de décortiquer l'actualité pour voir ce qui peut avoir un impact sur les cours ou au contraire des informations qui semblent énormes, importantes, alors qu'en réalité, elles n'ont pas vraiment de valeur pour l'écosystème et pour les différents projets. Malgré tout, je vous mentirais si je vous dirais que le profit ne m'intéresse pas et quand j'achète une crypto-monnaie, bien que ses fondamentaux me plaisent, si j'ai la certitude absolue que demain la crypto-monnaie va perdre la moitié de sa valeur, je vais attendre 24 heures avant d'investir, naturellement. Même si on vise le long terme, même si on vise les fondamentaux, on va donc choisir le bon moment pour prendre position sur une crypto-monnaie. Une fois qu'on a choisi la crypto-monnaie, on peut même aller jusqu'à faire de l'analyse technique ou demander l'avis de personnes dont c'est le métier, je le rappelle, parce que tout le monde est un petit peu trader dans ce marché, alors que c'est une vraie discipline et un vrai métier, pour essayer d'optimiser le moment où on va rentrer ou le moment où on va sortir. On va également avoir une certaine sensibilité sur le marketing. On le sait bien. La façon dont le projet va fédérer sa communauté est très important, spécifiquement dans ce marché. Si vous ne le savez pas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un petit peu comme Internet au début. Il a fallu 30 ans pour voir émerger des géants comme Twitter, Amazon, Google. Pourtant, quelques mois après la tendance d'Internet, des projets faisaient déjà x10, x50, x100 et se prétendaient être le géant de l'Internet de demain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu énormément de prise de valeur d'un coup et qu'il y a eu la bulle d'Internet, sans pour autant remettre en cause la vraie valeur apportée par Internet qui a très clairement bouleverser le monde et je pense que vous en conviendrez aujourd'hui. Eh bien c'est un peu pareil avec la blockchain. Même si on croit aux fondamentaux, il faut être capable de comprendre que sur du court terme, il y a un effet de mode, un effet de hype, une tendance. C'est-à-dire que le cerveau humain est capable de comprendre et de déceler qu'il va y avoir de gros changements et de gros bouleversements grâce à la blockchain. Mais si on zoome sur une toute petite période de temps, on se rend compte que c'est plutôt de la tendance, de l'effet de mode, du marketing et c'est ce qui fait que certains projets prennent beaucoup de valeur rapidement. Le but n'étant de pas tomber dans le piège, d'arriver au meilleur moment possible et surtout d'éviter les illusions qui donnent l'impression
l'impression que tout est facile et que l'on peut gagner sans prendre de risques considérables. Dans cette vidéo, on va donc parler de la période que nous sommes en train de traverser. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante, même si c'est une période de baisse, pour la création durable de l'écosystème et des portefeuilles des utilisateurs. La deuxième, ça va être la méthodologie. Pourquoi, même quand on fait ses recherches, même quand on va diguer un projet, c'est-à-dire essayer d'obtenir un maximum d'informations et le comprendre, il y a une vraie différence entre le prix, c'est-à-dire le marché, l'achat, la vente, la valorisation ou la perte de valeur du jeton, et la réalité technique du projet qui se développe. Et surtout, cette asymétrie entre la réalité du projet et le prix, la spéculation, est très dangereuse pour un débutant, parce qu'un projet génial peut avoir un très mauvais token qui perd de la valeur, et vice-versa. Et pour finir, comprendre comment fonctionne ce cycle pour ne pas FOMO, ce que l'on appelle Fear or Missing Out, la peur de rater le train, et pour ne pas investir beaucoup d'argent au mauvais moment et perdre toutes ses économies dans une technologie que vous allez probablement détester demain si vous avez perdu toutes vos billes. On fera un petit point également sur ce qu'on dit pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a le marché comme vous le voyez, vous allez sur CoinMarketCap, vous voyez les différentes crypto-monnaies qui gagnent ou qui perdent de la valeur, mais on oublie qu'il y a également tout un écosystème discret, un écosystème d'investisseurs privés, de personnes qui prennent des participations avant que le jeton soit listé sur le marché et que tout le monde puisse l'échanger un petit peu comme les actions en bourse. La compréhension de cet écosystème est nécessaire pour ne pas être le dindon de la farce tout simplement et pour ne pas se retrouver à acheter quelque chose qui est voué à perdre de la valeur à coup sûr. Si vous êtes débutant, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez un petit peu plus clair et vous réfléchirez à 2 fois avant de mettre la main au portefeuille. Et pourtant, les crypto-monnaies, j'adore ça, croyez-moi. Vous l'avez bien vu, depuis plusieurs semaines, les crypto-monnaies s'effondrent. Elles perdent beaucoup de valeur et on entend plus que jamais des personnes qui se plaignent d'avoir réalisé des pertes. Le Bitcoin était monté jusqu'à 67, 68 000 $ et stagne aujourd'hui autour des 20 000 $, même légèrement en dessous. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle. C'est déjà arrivé dans le passé. Attention, c'est pas parce que dans le passé, il y a eu différentes phases qui prouvent que c'est un cycle que ça va être exactement pareil dans le futur. En attendant, en 2013, le Bitcoin a quitté quelques dizaines de dollars pour taper pour la première fois les 1200 $, avant de s'effondrer et de rejoindre les 200 $, c'est-à-dire divisé par 6 sa valeur. 200 $ étant bien plus haut que sa valeur d'origine. Quoi qu'il arrive, ceux qui sont arrivés au pic ont perdu beaucoup d'argent. En 2017, le Bitcoin va quitter les quelques centaines de dollars pour atteindre les 20 000 $ pour la première fois. Nouveau cycle de valorisation. Et le Bitcoin s'effondrera peu de temps après pour rejoindre à une valeur minimale au début du Covid de 3 000 $. En 2021, le cycle recommence et le Bitcoin accélère pour aller taper les 67 000 $ et aujourd'hui il est autour des 20 000 $. Peut-être qu'il descendra plus bas ou peut-être qu'il va stagner avant de repartir de plus belle. Ce que l'on peut remarquer, si on fait une étude simple et cartésienne de ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces cycles sont accélérés et déclenchés par ce que l'on appelle le halving day. Halving day qui est un phénomène mathématique qui se produit sur le Bitcoin, qui vient réduire le nombre de nouveaux Bitcoins émis sur le réseau, donnant ainsi un effet de rareté, qui vient ensuite valoriser le Bitcoin et qui est le cœur de tout l'organisme, puisque ça va donc irriguer toutes les autres écosystèmes, toutes les autres crypto-monnaies, et lançant ainsi ce que certains appellent une alt season, la saison des autres crypto-monnaies, la saison des altcoins, augmentant et valorisant certains projets qui apparaissent du néant ou d'autres qui étaient là depuis longtemps et qui profitent pleinement de la valorisation du Bitcoin pour atteindre des sommets que l'on appelle des ATH, des points les plus hauts jamais atteints d'un point de vue de la valeur. Si vous ne savez pas ce que c'est le halving, je vous mets une vidéo juste là dans laquelle j'explique à quel point c'est important. Je vous explique également dans cette vidéo à quel point Bitcoin est pour moi le cœur de tout cet écosystème et pourquoi on doit à chaque fois regarder comment le Bitcoin et à la limite l'Ether, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, se portent pour pouvoir savoir si c'est le moment ou non de rentrer dans l'écosystème. C'est globalement quand ces deux valeurs se portent bien durablement que l'on peut faire des bons coups à côté. Quel que soit le super projet révolutionnaire que vous pensez avoir entre les mains, si Bitcoin et Ether perdent énormément de valeur, il y a très peu de chances. Même si votre projet porte une bonne évolution ou révolution technique, il y a peu de chances qu'ils prennent énormément de valeur pendant que le Bitcoin et pendant que l'Ether se cassent la figure. Ça, il faut le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une hausse, 2013, 2017, 2021, c'était à ce moment-là qu'on a parlé du Bitcoin plus que jamais. C'est-à-dire que si on regarde le nombre d'utilisateurs, 80% des gens qui utilisent la blockchain aujourd'hui sont des gens qui ne connaissaient pas le Bitcoin avant 2020. 80% des gens qui utilisaient la blockchain en 2018 quand les cours se sont effondrés sont des gens qui ne connaissaient pas la blockchain avant 2017. À chaque fois que le Bitcoin s'évalue et prend beaucoup de valeur, il y a une surmédiatisation, on en parle plus que jamais et c'est à ce moment-là qu'il y a énormément de nouveaux. Naturellement, énormément de gens qui gagnent beaucoup et naturellement énormément de gens qui en perdent juste après. C'est pour ça qu'on a à chaque fois l'impression que les phases sont très virulentes à la hausse ou à la baisse. C'est parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau record et il n'y a jamais eu autant d'êtres humains quantitativement sur la blockchain et sur les différentes crypto-monnaies à ce moment-là. Même si cette phase est dangereuse parce que certains arrivent, voient les cours s'apprécier et pensent que ça va durer indéfiniment, le fait que les cours s'effondrent et se calment aussi rapidement, voire des fois plus violemment que leur appréciation préalable, donne une bonne leçon à tout le monde. Leçon que certains essayent de transmettre mais que l'on ne comprend jamais mieux qu'une fois qu'on l'a vécu. Il
faut savoir vendre. Rien n'est éternel, comme on dit dans le monde de la finance, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, à un moment ça doit s'arrêter et il y a généralement une correction. À ce moment-là, les plus précautionneux, notamment ceux qui ont déjà connu un cycle, qui ont déjà connu une montée et une perte de valeur virulente leur reprenant une grosse partie de ce qu'ils avaient gagné, le savent et ont commencé à vendre et à prendre du profit. Les plus débutants, qui pensaient que ça allait continuer à monter ad vitam aeternam sans s'arrêter, ont le gros de leur portefeuille en crypto-monnaie, toujours exposé, n'ont pas récupéré leur mise initiale ou alors une petite partie, et c'est la plus grosse bêtise, et se retrouvent donc à rendre au marché une plus grosse partie, voire même plus que ce qu'ils avaient investi à la base. Et ça, c'est l'une des meilleures leçons, et c'est ce qui fait qu'à chaque bull run, ceux qui gagnent le plus sont très souvent ceux qui ont perdu au bull run d'avant, ou encore au bull run d'avant pour les plus chanceux. Deuxième chose, et ça je le précise parce que c'est un conseil que je donne très souvent sur ma chaîne YouTube, et là pour le coup, ce conseil-là, je ne le donnerai pas. Pourquoi je ne le donnerai pas? Je m'adresse non pas aux gens qui me suivent habituellement et qui cherchent à investir sur du long terme parce qu'ils croient en cette technologie, en la blockchain et aux différents projets sur du long terme. Je rappelle que dans cette vidéo, aujourd'hui, je m'adresse aux spéculateurs, c'est-à-dire les gens qui veulent faire des profits court terme, qui ont donc conscience qu'ils doivent prendre de très gros risques et qui pour le coup écoutent les conseils que l'on entend très souvent, le conseil de faire ses propres recherches, d'analyser le projet, d'essayer de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir faire du profit très rapidement. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas dans une démarche court terme. Pourquoi? Quand vous allez essayer de comprendre un projet, quand vous allez l'analyser, le but c'est de comprendre en quoi, grâce à la blockchain, ça peut performer, ça peut être utile et ça peut changer le monde. Finalement, back to basic. On en revient à quelque chose de très simple à comprendre. Si tu espères que ton projet prenne beaucoup de valeur, ok, mais pourquoi? En quoi ça va être utile? Est-ce que toi tu l'utiliserais? Est-ce que tu penses que ça peut changer le monde? Ou est-ce que quand tu regardes comment ça fonctionne, tu te dis ok, je vois pas pourquoi l'être humain en aurait besoin, on vit très bien sans et ça ne changera rien du tout. Si vous commencez à analyser le projet, vous pouvez arriver à une compréhension et vous dire ok, je comprends le sens, je comprends l'utilité, je vois le problème que ça résout, j'arrive à analyser si c'est un petit plus qui améliorera la vie ou si c'est un vrai bouleversement et que ça apporte une solution à un problème connu qui était encore insoluble. Et donc là j'ai ce sentiment que c'est l'avenir, je vais investir. Ce qu'il faut comprendre c'est que, imaginons que la crypto-monnaie que vous venez de découvrir, qui répond à tous ces critères, qui est géniale et qui selon vous va changer le monde, est à 2 € pièce. Je dis une bêtise, hein. Vous allez donc vous dire waouh c'est incroyable, ça va se valoriser énormément, ça va changer le monde, du coup naturellement ça va pas rester à 2 €. Ce qu'il faut comprendre c'est que si la crypto-monnaie est à 2 €, c'est que ce potentiel d'évolution est déjà pricé. C'est-à-dire que les gens ont déjà analysé le projet, ont déjà compris son potentiel et ont déjà acheté, ce qui fait que le prix était à 2 €. Alors attention, si vous êtes un analyste expert, si c'est votre métier et que vous faites ça depuis des années, peut-être que vous avez su voir quelque chose que personne d'autre n'a vu. Mais très franchement, en tant que débutant, pensez-vous qu'en lisant un simple papier, un white paper, ou si vous êtes un peu plus tech, un technical paper, vous pouvez voir quelque chose dans un projet que personne n'a réussi à voir avant vous? C'est-à-dire que pensez-vous que le fait de l'avoir lu vous donne une longueur d'avance sur tout le marché et sur toutes les personnes qui ont pris la responsabilité de mettre de l'argent, acheter cette crypto-monnaie et justifier le fait qu'aujourd'hui, elle est à 2 € pièce? La réponse est non. Sur du très court terme, ce n'est pas le cas. Sur du long terme, c'est une autre histoire. Vous pouvez très bien prendre une position, accepter que la crypto-monnaie descende à 1 € ou peut-être même 40 centimes, parce que sur 5, 10 ou 15 ans, vous y croyez. Mais si vous espérez faire de l'argent sur quelques semaines, il faut comprendre que l'analyse fondamentale ne suffit pas. On peut la coupler à de l'analyse technique, mais c'est toujours pareil. L'analyse technique, je préfère analyser les gros assets, Bitcoin, Ether, parce que c'est eux qui vont te donner la tendance du marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si votre projet est révolutionnaire, et je vous l'ai déjà dit même dans cette vidéo, si Bitcoin s'effondre, votre projet va se prendre une claque. Et vous le voyez bien sur les quelques derniers mois, c'est le cas pour toutes les crypto-monnaies, parce que Bitcoin et Ether se sont eux-mêmes pris des claques. Si ce n'est quelques exceptions qui confirment la règle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Sur le court terme, ce n'est pas votre compréhension du projet qui va le faire se valoriser. C'est déjà pricé, ça fait déjà partie du prix. Le fait d'avoir de l'actualité ou de l'information peut affecter le prix à la hausse ou à la baisse. Mais encore une fois, la plupart du temps, quand vous avez une actualité, elle a déjà été digérée par des investisseurs, par les gens qui sont dans le projet, et il y a naturellement des gens qui ont déjà profité de cette hausse. D'ailleurs, quand vous voyez une news sortir publiquement, très souvent, on voit que le cours a commencé à bouger un petit peu plus, parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'informer bien avant vous sur Twitter. Et ça, il faut avoir la modestie de le reconnaître. Parce que quand on pense qu'on est en avance sur tout le monde, c'est à ce moment-là qu'on se prend les pieds dans le tapis. Et de la même façon, avoir un ami ou pire, un cousin, quelqu'un avec qui vous avez une confiance, qui vous dit fais-moi confiance, ça va monter, c'est le pire des conseils au monde, d'accord? Parce que vous allez suivre aveuglément une personne dont ce n'est pas l'expertise et vous allez injecter des finances dans une relation de confiance, non pas parce que vous avez confiance en une expertise, mais parce que vous avez confiance en une relation que vous avez. Alors, sauf si votre cousin, votre ami proche ou votre conseil est un professionnel de la finance depuis des années, évitez, il y a de grandes chances que vous perdiez de l'argent. Sauf si on est dans le bon cycle. Et on y vient tout de suite. Bref,
Pour résumer, le fameux conseil que l'on dit à tout le monde, Dior, do your own research, recherchez vous-même, essayez de comprendre. C'est vrai, mais sur une longue échelle de temps. Si on investit sur la tendance de fond, si on est prêt à accepter que le cours varie violemment dans un sens ou dans l'autre pendant une très longue période. Sur du court terme et sur quelques mois, ça ne suffit pas. Et il ne faut pas penser que parce que vous avez lu un bout de papier et que vous avez un excès de confiance, vous allez gagner de l'argent. Le deuxième gros point, c'est cette tendance de fond. Je vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire, les fameux cycles et notamment le halving qui accélère ces cycles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des cycles de valorisation et que les cryptos s'accélèrent, il se passe trois choses. La première, on en a parlé, surmédiatisation, énormément de nouveaux entrants, beaucoup de personnes qui viennent et qui investissent, qui achètent pour la première fois, ce qui fait monter les cours. La deuxième chose, c'est qu'on voit les têtes de liste, notamment Bitcoin, Ether et les grosses crypto-monnaies, se valoriser, ce qui accélère encore plus la valorisation des autres jetons. Ça fait un peu comme un effet de levier, si vous voulez. Parce qu'il y a des crypto-monnaies très jeunes que les gens découvrent, les gens les achètent, donc elles prennent de la valeur. Mais il y a également des crypto-monnaies qui sont cotées en Bitcoin ou en Ether. Donc, quand une crypto-monnaie est égale à, je vous dis une bêtise, 0,1 Bitcoin, si le Bitcoin prend de la valeur, même sans parler de ce projet, les gens qui l'ont acheté à 0,1 Bitcoin vont naturellement partir du fait, et c'est psychologique, que leur crypto-monnaie vaut toujours 0,1 Bitcoin. Et donc, si vous voulez, il y a un effet d'accélération. C'est pas exact d'un point de vue mathématique ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a toujours des réajustements. Mais du coup, on a des effets d'accélération. Des projets qui se valorisent parce que le marché se valorise dans son ensemble et qui en plus se survalorisent parce qu'ils ont un bon marketing impactant, parce qu'ils fournissent un discours irréprochable à leur communauté avec des idées cohérentes. Et quand en plus de ça, on a des vrais fondamentaux techniques qui promettent sur le long terme, là, on a toutes les cases qui sont cochées, on touche un maximum de monde et on absorbe un maximum de cette valeur qui est en train d'être créée ou captée sur le marché de la crypto-monnaie. À ce moment-là, dans ces cycles-là, il y a deux grosses choses à regarder. Déjà, le marketing, parce que comme c'est un marché qui est totalement communautaire, ce sont les investisseurs, les gens qui vont naturellement acheter et vendre, l'offre et la demande, qui va valoriser le jeton. Et donc, naturellement, avoir une technologie incroyable, mais être incapable de l'expliquer aux gens, être incapable de communiquer et de le faire savoir aux gens, ça fait que vous n'allez pas vous valoriser. Et c'est arrivé à beaucoup de crypto-monnaies qui étaient très intéressantes, mais que personne n'avait vulgarisé. À l'époque, ça existait beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en parlaient. Maintenant, il y a énormément de médias, énormément de personnes qui cherchent la pépite de demain. Quand quelque chose est techniquement très intéressant, très vite, on met le projet sous les feux du projecteur, il va prendre de la valeur et c'est très rarement un petit particulier qui est tombé sur un projet au hasard, qui a lu, qui s'est intéressé et qui s'est dit que c'était une révolution, qui va le faire découvrir à tout le monde. La plupart du temps, en tout cas, quand vous êtes débutant, quand vous arrivez sur un projet, il est déjà pricé. Mais en tout cas, il faut être sensible au marketing. Si le marketing d'un projet vous plaît beaucoup, même si vous n'avez pas vraiment d'intérêt sur le projet, en tant que spéculateur, il est normal d'avoir les codes et d'en être sensible. Parce qu'un marketing parfait, bien posé, laisse présager, surtout dans ces phases de hausse, que le projet s'appréciera au moins aussi bien que les autres, voire peut-être plus. Et naturellement, le marketing se répand mieux quand il y a une communauté. Cette communauté, elle, est très souvent drivée par des fondamentaux. Pour pouvoir intéresser quelqu'un, on peut raconter une belle histoire. Pour que quelqu'un s'intéresse durablement à une crypto-monnaie, et d'ailleurs, regardez les quelques crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille, la plupart du temps, c'est des crypto-monnaies où vous avez fait un peu plus de recherche que les autres, où vous avez compris, ou du moins, vous avez cherché à comprendre comment fonctionne le projet, à quel problème il essaye de répondre, et pourquoi est-ce qu'ils se sont positionnés sur ce segment. Mais pour finir, il faut comprendre comment fonctionne la spéculation et la survalorisation de certains projets. En plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent maîtres dans l'art et qui viennent créer des projets avec le discours parfait, au bon endroit, au bon moment, et il faut être capable de les détecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand le marché s'apprécie, ce qui explose réellement, ce sont les révolutions. C'est-à-dire les projets qui arrivent à dire, voilà, maintenant, grâce à la blockchain et grâce à cette technologie ou cette application de la blockchain, on arrive à faire quelque chose qui, jusqu'à présent, dans le monde, n'existait pas. Et c'est là-dessus qu'on peut créer les meilleurs projets. Que ce soit des vrais projets qui viennent changer le monde et qui ont une vraie ambition de changer le monde sur plusieurs années, ou que ce soit des projets qui s'enveloppent juste d'une histoire très très belle pour vous faire croire qu'eux aussi prétendent à un grand avenir. Et là, il faut comprendre la valorisation structurelle. La toute première que l'on ait connue qui a fait beaucoup de bruit, c'était par exemple les ICO en 2017. Les ICO, c'est une levée de fonds grâce à la blockchain. Un projet va vous donner des crypto-monnaies, il va récupérer votre argent et un jour, quand il aura créé son service ou son produit, grâce à cette crypto-monnaie que vous avez acheté moins cher en plus, vous allez pouvoir accéder à des services. C'est une promesse, évidemment. Mais c'était tout nouveau à l'époque. Donc au début, il y avait quelques bons projets qui ont levé énormément d'argent en me donnant des crypto-monnaies qui n'avaient pas encore de valeur, sous couvert d'une promesse. Quelques projets ont vu le jour, se sont développés, ont pris de la valeur, c'est vrai, mais une grande majorité sont morts quelques mois après. Parce qu'il n'y avait pas de vrai projet derrière. Il n'y avait qu'une seule ambition, vendre une promesse en récupérant beaucoup d'argent.
Si le projet s'arrête à ça et qu'il n'y a pas d'objectif de réellement structurer ou monter une entreprise à une très grande échelle, il n'y a pas d'avenir possible. Et de la même façon, un entrepreneur qui avait juste une bonne idée, qui a réussi à récupérer des dizaines voire des centaines de millions d'euros, n'est pas capable d'un coup d'embaucher 5000 personnes, de gérer des très très grosses équipes et de monter un produit incroyable. Sauf s'il avait déjà dans son cœur et dans son équipe des géants de l'industrie dans laquelle il souhaitait performer. Et donc très rapidement, on n'a plus de bons projets, on a de tout et n'importe quoi, des bons projets, des mauvais, des projets qui communiquent bien, des projets qui communiquent mal, sans fondamentaux, qui sont juste emballés d'une bonne histoire, et on regarde même plus est-ce un bon ou un mauvais projet, on regarde est-ce que c'est une ICO, si oui, on sait que les ICO sont en tendance, donc en achetant, on va gagner de l'argent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que très très vite la montée finit par se calmer, et ça accélère le fait que le marché passe d'une phase de bull run, une phase de hausse, à une phase de bear market, puisque le marché corrige violemment, tuant tous les projets inutiles, donnant du fil à retordre à tous ceux qui avaient des vrais fondamentaux, et ne laissant survivre que ceux qui avaient des réserves et qui ont réussi à vendre et à prendre un petit peu de profit pour faire de l'euro, du dollar ou d'autres réserves plus stables pour pouvoir profiter de la période plus calme qu'on appelle le bear market, quand les cours sont plus stables ou à la baisse, pour finalement construire le produit qu'ils avaient promis et essayer d'honorer leurs promesses. Il faut reconnaître ces valorisations structurelles. Ça a été exactement le même cas sur la finance décentralisée. Il y a quelques protocoles intéressants de prêts, d'emprunts, d'assurance, mais 80% des projets qu'on a vus sont des plateformes qui sont apparues du néant, qui vous promettaient des gros rendements qui ont été très éphémères, et les grands gagnants ont été soit les organisateurs des projets, et des fois même pas, parce que les organisateurs des projets eux-mêmes n'ont pas pris le temps de vendre, pensant que c'est la fièvre de la hausse allait continuer indéfiniment. C'est le cas également sur les NFT. Alors attention, les NFT c'est vraiment incroyable. On a créé quelque chose de numérique et de totalement unique. C'est une révolution. On va faire des choses incroyables avec cette technologie dans le futur. J'en suis certain. J'en prendrai le pari. Malgré tout, sur du très court terme, on a eu énormément de gens qui venaient, sans aucune compétence artistique, qui faisaient des petits trucs à la va-vite et qui essayaient de vendre ça des milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'on était sur une valorisation structurelle. Ça veut pas dire que c'est pas une révolution. Ça veut juste dire que tout le monde vient, n'essaye même plus de faire des bons projets ou des mauvais projets. Essaye juste de faire des NFT parce que c'est à la mode, parce que ça plaît, parce que tout le monde en veut. Du coup, ça va se vendre. Et on le voit parce que là où ça devrait être des artistes qui performent et ça devrait faire émerger quelques artistes, on s'est retrouvé avec 99% de nouveaux artistes du jour au lendemain. On ne crée pas des artistes comme ça. Quelques-uns peut-être qui se sont révélés, mais la grosse majorité des gens étaient juste des entrepreneurs qui ont essayé de vous proposer une belle histoire enveloppée de quelques promesses et essayer de vous vendre quelque chose qui ne vaudra plus rien ou qui ne vaut déjà plus rien à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques collections qui méritent avec des vrais objectifs, mais c'est celles que l'on va voir survivre, perdurer, parce qu'elles vont construire, build, comme on dit dans l'écosystème, pendant cette phase où le marché s'est calmé. Il y a malheureusement des bons projets qui ne connaissaient pas ce cycle, qui n'avaient pas fait de réserve et qui eux ne passeront pas l'hiver des crypto-monnaies, c'est-à-dire le moment où le marché s'effondre, mais ça fait partie du jeu. C'est triste à dire, mais dans un marché où il y a des phases de hausse violentes et durables et des phases de baisse tout aussi violentes, le plus dur c'est de savoir vendre, souvent trop tôt, parce qu'il est impossible de prédire le moment parfait où on atteint le pic que l'on n'est pas prêt de réatteindre avant un prochain cycle. Si vous regardez cette vidéo et que vous étiez là en 2017, je présume que vous avez bien mieux négocié le virage de la sortie de bull run de 2022 que vous n'avez négocié le tout premier de 2017 ou le tout premier que vous avez vécu. N'hésitez pas à nous mettre votre expérience en commentaire, donner quelques tips que vous avez utilisés, que vous pouvez partager aux plus débutants. J'essaierai de remonter les conseils les plus généralistes, bienveillants, sur la protection et sur la façon de gérer son portefeuille. Je ne mettrai en avant strictement aucun conseil en investissement en mode acheter X ou Y crypto-monnaie. Pour moi, ce n'est même pas la bonne période. Et vous l'avez bien compris. Bref, les fondamentaux d'un projet et les vrais problèmes auxquels il répond, c'est super intéressant. Mais il faut surtout comprendre que l'on est dans des cycles. Si un projet est très intéressant pour l'avenir, vous pouvez prendre position dessus, mais il faut savoir que si vous êtes sur une vague de valorisation, vous risquez de vous prendre la vague inverse de dévalorisation de l'actif. Si vous faites un pari à 3, 5, 7 ans, sur une longue échelle de temps, l'investissement peut se prendre parce qu'à ce moment-là, c'est un investissement. Vous allez partager, vous allez investir dans le projet, lui donner de la liquidité qui va lui permettre de construire pour potentiellement, dans quelques années, en récolter les fruits. En attendant, si vous vous placez sur une courte échelle de temps, vous allez simplement lancer les dés et ça ne ressemblera pas à un investissement mais bel et bien à un pari. Même si vous avez étudié les fondamentaux. Alors étudier les fondamentaux c'est quand même une bonne habitude et je vais vous dire pourquoi. Mais juste avant je vais vous parler de ce qu'on ne voit pas. Ce qui se passe un petit peu sous la table et ce qu'il faut comprendre. Surtout en cette période. On était dans une phase où toutes les crypto-monnaies ont pris de la valeur et maintenant on est dans une phase où ça dégringole et donc essayer d'investir sur des jeunes projets est d'autant plus dangereux. Pourquoi? Eh bien il faut comprendre que la plupart des projets, quand ils arrivent sur le marché, il y a eu une phase de pré-sales, une phase de vente, dans laquelle ils ont laissé investir à un prix préférentiel, ils ont vendu la crypto-monnaie encore moins cher que le prix du listing, le prix public où tout le monde pourrait investir, à des investisseurs privés, à l'équipe de fondation, à des investisseurs externes ou qui rendent des services, à des sociétés de marketing, des influenceurs dont j'ai déjà fait partie parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des participations. Et là, naturellement, les personnes qui investissent savent très bien qu'on n'est plus dans la même période que quand toutes les crypto-monnaies prenaient de la valeur. Et on le voit même au niveau du discours. À l'époque, les projets demandaient justement aux médias et en mon cas aux youtubeurs, si on vous laisse investir,
Qu'est-ce que vous allez nous proposer et comment est-ce que vous allez nous mettre en avant? Et là, déjà, on marche sur la tête quand on connaît la finance traditionnelle. Parce que normalement, un investisseur, il donne de l'argent. Sa prise de risque, elle est là. C'est au projet de lui rendre des comptes. En échange de ton argent, on va essayer de travailler, on va essayer de construire ça, on va essayer de valoir tant un jour et tu vas pouvoir gagner plus. Donc normalement, c'est l'investisseur. On doit le draguer. On doit lui donner des bonnes raisons d'investir parce qu'on a besoin qu'il nous fasse confiance et qu'il porte du risque à notre place. En échange de ce risque, il nous donne de la liquidité, on construit et si on crée une opportunité, l'investisseur va gagner de l'argent. Là où on voit que le monde tourne à l'envers, c'est quand on arrive à un moment où en plus de vous prendre votre argent, le projet est tellement certain que vous allez gagner, parce qu'il y a des gros à la table, qu'il y a des gros projets, des exchanges, des plateformes de finance, des investisseurs du monde traditionnel, des très gros youtubeurs ou des très gros médias du monde de la crypto-monnaie qui ont pris des positions, et que vous devez en plus de ça fournir du travail, traduire des textes, développer la communauté, si vous êtes youtubeur, faire du contenu dessus, si vous êtes un média, écrire des articles, si vous êtes une équipe de développeurs, développer le projet ou faire de la review de son code. Bref, en plus de vous laisser investir, le projet va vous demander de fournir des compétences ou de fournir quelque chose qui peut aider le projet à se développer. Ce qui finalement est un bon échange de procédés, mais qui est quand même étrange, sachant qu'en plus de ça, vous donnez votre argent et donc vous prenez un risque. Eh bien, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a très peu de projets dans lesquels quand on rentre, on est quasiment certain de récupérer plus que ses billes. Et naturellement, comme on sait que les crypto-monnaies s'effondrent, on sait que si Bitcoin tire la gueule, même si le projet est incroyable, le projet et sa crypto-monnaie va s'effondrer également. Et donc, naturellement, les investisseurs, dès qu'ils vont recevoir leur crypto-monnaie, ils vont tout de suite le vendre. Et donc, dès que la crypto-monnaie arrive sur le marché, il y a tout de suite ce que l'on appelle une pression de vente. Les investisseurs voulant récupérer leur mise initiale, comme en plus ils ne récupèrent pas 100% de la dite crypto-monnaie, ils vont vendre tout de suite. Si vous aviez 100% de votre crypto-monnaie tout de suite, vous feriez attention à ne pas tout vendre. Vous vous diriez, bon, si j'avais vu juste et que le projet fait x5, x10, x1000 à l'avenir, je serais frustré d'avoir tout vendu. Mais généralement, les investisseurs, pour ne pas écraser le prix, ils ont ce que l'on appelle un lock-up, un vesting. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être 5% de vos tokens jour 1 et ensuite 10% tous les 3 mois pendant X années, par exemple. Et donc, naturellement, si la crypto-monnaie a fait x10 ou x20 le premier jour et que vous avez que 5% de la crypto-monnaie que vous avez achetée, vous allez vendre histoire de récupérer une plus grosse partie possible de votre mise initiale. Et c'est comme ça que la plupart des investisseurs se comportent. Et donc, naturellement, dès le premier jour, il y a énormément de pression de vente. Les projets le savent, ils essayent de compenser en prenant des market makers, mais naturellement, dans un marché qui va mal, les investisseurs qui ont encore des crypto-monnaies qui tombent régulièrement, qu'ils ont achetées dans le passé, vont les vendre le plus vite possible parce que la plupart des crypto-monnaies perdent de la valeur. Et donc, ils viennent accélérer ce cycle. Et ça, les gens qui n'ont aucune connaissance au marché, qui viennent juste et qui achètent, ont tendance à l'oublier. C'est pour ça qu'il faut 1. Recommander des projets qui sont plus vieux, qui ont plus d'investisseurs privés qui reçoivent des tokens au compte-gouttes. 2. Les projets plus jeunes, ça peut être intéressant, mais attendons qu'ils se cassent la figure, parce que s'il y a des investisseurs privés et que vous voyez que le prix est en train de s'effondrer, laissez-le s'effondrer. Il y a même des positions, des ordres limites que l'on peut mettre qui font que vous voyez une valeur, la valeur d'aujourd'hui, et vous dites, ok, si le prix continue à perdre de la valeur et qu'il continue à s'effondrer, je n'achète pas. Par contre, dès qu'il commence à remonter, là j'achète. Et généralement, si vous voulez rentrer à une certaine valeur, si vous voyez que le prix est en train de s'effondrer, laissez-le s'effondrer, vous allez diminuer votre prix d'achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce genre d'ordre qui vous permettent, quand vous voulez vendre ou quand vous voulez acheter, de vous dire, ok, si ça continue dans un sens qui m'avantage, en gros, quand je veux acheter, si ça continue à baisser, je patiente, et si je veux vendre, si ça continue à monter, je patiente pour vendre dès que la tendance va commencer à s'inverser. C'est un bon réflexe, ça permet d'optimiser son entrée, et c'est très souvent le cas sur des jeunes crypto-monnaies, quand vous pouvez vous renseigner et que vous voyez qu'il y a eu des ventes privées avant ça. Si vous voulez essayer de rentrer en early, c'est-à-dire avant que le token existe, c'est très compliqué. Soit il faut se rapprocher du projet, soit il faut avoir quelque chose à lui proposer, soit il faut participer à ce que l'on appelle des launchpads. Mais des fois, même avec les launchpads, surtout en cette période, quand vous rentrez à un certain prix, le token arrive sur le marché et il peut très vite descendre en dessous du prix que vous avez vous-même obtenu. Parce que n'oubliez pas qu'il y a très souvent, pour ne pas dire tout le temps, un plus gros poisson que vous. Et quand vous n'êtes pas au marché, vous êtes peut-être dans le launchpad. Quand vous n'êtes pas dans le launchpad, vous êtes peut-être dans la vente privée. Si vous n'êtes pas dans la vente privée, il y a peut-être eu une vente pour les advisors ou pour les strategic investors. Et ensuite, il y a eu la team qui, elle, a généralement encore moins cher que tous ces gens. C'est toujours pareil. Voilà pourquoi il faut savoir être humble et se rappeler que quand on achète au marché, soit on achète une très vieille crypto-monnaie qui est là depuis très longtemps et donc il n'y a plus de jetons distribués de la sorte, soit on a de grandes chances d'avoir moins d'informations et une moins bonne position que les autres. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne crypto-monnaie, ça veut dire que quand elles fonce tête baissée et que tout le monde est en train de la vendre, prenez le temps, pas de FOMO, pas de précipitation, vous pourrez la racheter tout en bas quand plus personne en voudra, si vous voyez que la team est toujours active et qu'elle n'a pas annoncé qu'elle a abandonné le projet faute de financement, et à ce moment-là, vous pourrez la racheter pour la conserver durablement en attendant un prochain cycle et en valorisant votre portefeuille comme il se doit. Malgré tout, et même si vous êtes un spéculateur, je vous recommande d'étudier les fondamentaux, si vous avez toutes les informations que je viens de vous donner en tête. Pourquoi ? Parce que les projets qui ont des vrais fondamentaux, qui répondent à un vrai besoin, seront les projets les plus résilients, seront les projets qui auront quand
même capté le plus de financement et donc qui auront eu des moyens pour se développer, des moyens pour comprendre la situation dans laquelle ils sont et pour finalement réellement construire ou avoir une chance de construire un produit final qui sera utile. En plus de ça, quand on va étudier les fondamentaux, on va par définition étudier. Et donc on va apprendre comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionne un projet, on va en voir plusieurs, on va commencer à détecter certaines choses, on va éviter plus rapidement les scams, les projets qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont juste là pour capter de l'argent, et on va commencer à détecter quelques projets qui sortent un petit peu du lot. Petit à petit, on va sortir de l'illusion que tout est facile et que tous les projets se valent, et on va commencer à comprendre un peu mieux ce que l'on fait de son argent et dans quel projet on va rentrer. Donc quoi qu'il arrive, étudier et apprendre n'est jamais un mauvais conseil. Même si dans certaines périodes, ça ne suffit pas à faire banco, et de toute façon, ça ne suffit jamais à faire all-in sur un projet. On doit mettre une partie de son argent que l'on est prêt à perdre et toujours conserver des réserves pour pouvoir racheter plus tard si ça descend, ou au contraire, pour pouvoir se repositionner sur d'autres actifs ou prendre d'autres positions, pourquoi pas dans un autre marché quand les crypto-monnaies se portent mal. Et pour finir, c'est quand même les projets avec des bons fondamentaux qui s'irriguent les premiers. Quand Bitcoin, Ether et les grosses crypto-monnaies commencent à reprendre de la valeur, quand le cycle se réenclenche, que ce soit un cycle ou non d'ailleurs, quand il y a des phases haussières, voyez ça comme un organisme, quand il y a plus de sang et qu'on a pu enfin satisfaire le cœur et le cerveau, c'est ensuite tous les autres organes et tous les autres muscles, désolé pour l'image mais au moins elle est très parlante, qui vont profiter de ces financements et qui vont pouvoir se nourrir à ce moment-là. Et quand je dis se nourrir, je parle d'avoir des investisseurs qui achètent et une crypto-monnaie qui prend de la valeur. Alors oui, je suis navré pour ceux qui veulent du achète ça, vends ça, ça ne me ressemble pas, je ne suis pas comme ça. J'aime certains projets, j'en parle et j'essaye de parler des fondamentaux. Dans une période comme celle-ci, je parle beaucoup moins de projets, je parle des projets que j'ai déjà présentés et qui pour moi passeront l'hiver ou ont de grandes chances de le faire, mais je ne conseille pas à l'achat ou à la vente. Même un bon projet que j'aime bien, dont j'aime bien l'équipe fondatrice, dont j'aime bien les valeurs et dont j'aime bien la technologie, ce serait un mauvais conseil de dire à un débutant, quand le Bitcoin s'effondre et qu'on n'a pas de visibilité, achète-le, ça va prendre de la valeur. En tout cas, c'est un mauvais conseil s'il ne sait pas une grosse partie des informations que j'ai dit dans cette vidéo. Les informations que je vous ai données aujourd'hui n'est qu'une partie de ce que j'ai appris à mes dépens, en gagnant et en perdant également, en faisant des recherches, en apprenant, en faisant des erreurs et en améliorant mon comportement sur les 7 dernières années. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et dans 4, 5, 8 ans, j'aurai un discours encore plus précautionneux et encore plus minutieux que celui que je peux tenir aujourd'hui parce que comme tout le monde ici, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Calmez vos esprits, quand le FOMO et l'excitation vous donnent envie de rentrer, n'oubliez pas que des opportunités, il y en avait hier et il y en aura toujours demain. Et profitez de la calmie du marché pour prendre du recul et pour parfaire votre expertise et votre compréhension de l'écosystème plutôt que pour continuer à chercher des investissements court terme que vous perdrez dans 90% des cas. Pour ma part, je profite de cette période pour augmenter la quantité des grosses crypto-monnaies que j'ai, comme le Bitcoin et comme l'Ether, mais toujours avec beaucoup de précautions. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, parce que les cours peuvent encore baisser plus bas. Je le fais en ayant une certaine réserve, en connaissant le risque auquel je m'expose, en acceptant le fait que la crypto-monnaie que j'achète aujourd'hui, aussi grosse soit-elle, puisse perdre de la valeur demain, et en respectant la stratégie que j'ai établie préalablement quand je n'étais pas pris par mes sentiments, stratégie que je suis au fil de l'eau en fonction de l'évolution de ce marché. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour partager ça à un maximum de débutants qui arrivent avec la fleur au fusil, comme on dit, et qui pensent que ça va être facile pour eux, comme ça l'a été pour certaines personnes arrivées au bon moment et qui ont des bons discours et qui expliquent qu'ils ont gagné je ne sais combien. Ces cas existent, mais soit c'était du petit bonheur la chance, soit c'est une expertise qui est longue, que l'on doit parfaire et que l'on doit travailler, de la rigueur et donc de la méthodologie. Je compte sur vous pour vous abonner, je compte sur vous également pour laisser des commentaires, me dire ce que vous pensez. Si vous êtes plus expert et que j'ai dit quelque chose que vous estimez être factuellement faux, quelque chose d'incorrect, n'hésitez pas à le dire, je likerai et je remonterai les commentaires les plus pertinents pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent aller dans les commentaires, regarder les commentaires les plus mis en avant, qui ont le plus de likes et pouvoir venir mitiger, pourquoi pas, mon discours, ma position ou avoir les conseils d'autres utilisateurs pour une bonne gestion en bon père de famille, surtout pour des débutants.